Bon, alors l'inclusion, c'est un sujet dont on parle beaucoup, on en parle de plus en plus et on s'est dit avec Magali et Lola qu'il serait intéressant en introduction de rebalayer quelque part les éléments de contexte qui font qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu incontournable dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises. Alors moi, ce que je vais vous partager, c'est ma vision de cette situation sur un temps très court pour laisser vraiment la place derrière à l'apport de contenu et aux échanges. À mon sens, il y a 5 raisons qui amènent le sujet de l'inclusion comme un sujet majeur des entreprises et notamment des entreprises qui sont en démarche RSE. La première, c'est que aujourd'hui, les entreprises sont plus que jamais à la recherche de solutions qui permettent quelque part de répondre à la quadrature du cercle, qui consisterait à les rendre à la fois performantes et respectueuses du bien-être des collaborateurs. Faire le croisement entre cet axe vertical des performances et cet axe horizontal des relations du bien-être et de la qualité de la vie. Pour arriver à résoudre cette équation, de nombreuses études sont réalisées et puis le terrain est évidemment renseignant. Et aujourd'hui, l'un des grands apprentissages, c'est qu'une entreprise qui cultive une politique de diversité et qui propose aux travailleurs et aux travailleuses un environnement inclusif se trouve gagnante sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la performance opérationnelle, de l'innovation, de la créativité, mais aussi sur le sentiment de bien-être, la santé des collaborateurs. Donc, il y a d'ailleurs une étude très récente, qui a moins de 2 mois, du Boston Consulting Group, qui fait et établit vraiment le lien étroit entre un sentiment d'inclusion, des pratiques inclusives et la performance des collaborateurs et leur sentiment de bien-être. Le deuxième élément, il est un petit peu moins drôle, j'ai envie de dire que c'est une énergie de la contrainte et du poids, c'est qu'on a un contexte réglementaire qui s'est énormément étoffé depuis 1957, puisque quand même les racines elles viennent du traité de Rome. On a un environnement réglementaire et législatif qui pousse les entreprises à être inclusives et à adopter des politiques de diversité. On va penser notamment à l'égalité des chances ou à la lutte contre les discriminations. Le troisième élément qui me paraît important, c'est que le monde évolue et à une vitesse qui est de plus en plus rapide. On voit des entreprises qui sont de plus en plus sur des business internationaux, donc confrontées à la gestion de la multiculturalité. On a tout ce qu'on appelait les minorités et les personnes issues de la diversité qui représentent une part de plus en plus importante dans la société. L'homosexualité est de plus en plus admise, les jeunes générations ont des nouvelles attentes. Donc si l'entreprise veut rester en phase avec la société, avec ses marchés pour être pérenne, il lui faut elle aussi être représentative en interne de ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième, c'est que, et c'est surtout pas à Interrelais que le sujet aura échappé, les entreprises sont confrontées à des problématiques de recrutement. On n'a jamais eu autant de mal à aller chercher les talents dont on a besoin et même du personnel non qualifié. Donc, dans le cadre des politiques de recrutement, l'entreprise, en fait, se retrouve quelque part contrainte ou invitée à ouvrir le champ des possibles pour aller chercher des profils qui sortiraient un peu de ces normes classiques et traditionnelles, mais aussi à bichonner sa marque employeur, c'est-à-dire sa communication RH, sa communication externe, pour valoriser ses politiques de diversité, son ouverture d'esprit, ses valeurs quelque part d'accueil de la différence, parce que ça a la cote, la diversité, notamment auprès des nouvelles générations, évidemment, mais aussi auprès des travailleurs et des travailleuses qui ont une fibre sociale, qui ont une sensibilité sociale, et on constate qu'elle est de plus en plus forte. Ça m'amène à la cinquième raison, qui, selon moi, fait de l'inclusion un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises. On est depuis un peu moins de 2 ans maintenant dans une situation sanitaire, économique et sociale complexe qui a créé une forme de distance, donc distance géographique, distanciation sociale. Et l'être humain, qui est un animal social par excellence, a besoin d'être avec les autres. On sent depuis quelque temps que le besoin d'être en lien, d'être relié, de faire partie d'eux, d'être avec les autres et de se sentir avoir sa place dans l'entreprise, c'est une vraie demande sociétale. Donc pour moi aujourd'hui, l'inclusion, c'est plus un choix. La diversité est largement plus qu'une obligation, c'est une opportunité et presque, j'ai envie de dire, une condition de survie pour les entreprises. Voilà, c'est de là où je regarde, c'est ma vision du sujet.
Alors oui, dans cette deuxième partie de la matinale, je vais vous parler de l'entreprise inclusive. J'ai envie pour commencer de définir ce que c'est qu'une entreprise inclusive. Qu'on se mette quelque part d'accord sur les termes qu'on emploie parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Je vais encore une fois vous livrer ma propre vision du sujet. Et j'espère que ça créera aussi le débat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour notre moment de questions-réponses à la fin. Alors, une entreprise inclusive, j'ai envie de dire que d'abord, traditionnellement, c'est une entreprise qui va cultiver la diversité dans son personnel. C'est-à-dire que techniquement, quantitativement, elle va chercher à s'ouvrir à des publics qui sont un peu plus éloignés de sa norme et de ses habitudes, on va dire, de recrutement. Elle va ouvrir ses portes en fait et donner accès à sa vie à des personnes qui sont issues d'une diversité qu'on peut appeler la diversité visible ou de la diversité invisible ou de la troisième catégorie de diversité. Si vous voulez, on pourra revenir sur ces notions-là. Inclure des personnes qui viennent de ces différentes sphères, qui peuvent avoir des statuts qui sont malheureusement très souvent mis de côté, mis à la marge. Inclure, c'est avoir une politique de diversité. Le principe de départ, c'est de dire que dans la biodiversité, on admet clairement que la nature ne peut survivre et ne peut se développer qu'à partir du moment où il y a une variété d'espèces qui cohabitent. Donc l'entreprise inclusive, quand elle pratique la diversité, elle se dit je vais donner la chance à des personnes qui peuvent paraître différentes selon ma façon à moi de regarder mon personnel. Je vais leur donner leur chance, je vais leur ouvrir les portes, je vais les faire venir chez moi et je vais considérer que cette différence, que cette diversité, ça va être une force pour mon organisation. C'est Saint-Exupéry qui disait, alors je vais reprendre mes petites notes, il disait clairement « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ». Donc l'entreprise inclusive, non seulement elle va chercher, j'ai envie de dire, ses quotas, elle va considérer qu'elle va gagner en performance, à la fois, j'ai envie de dire, opérationnellement, mais aussi sur l'aventure humaine qu'elle propose. Et elle va se dire que grâce à cette diversité, elle va aussi pouvoir la valoriser très concrètement. Ça veut dire avoir à la fois des comportements au quotidien dans l'entreprise qui incarnent cette valeur de diversité, mais aussi pouvoir la communiquer, la promouvoir à l'extérieur pour son image de marque. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est traditionnellement la définition qu'on peut donner d'une entreprise inclusive. Sauf que sur le terrain, et je pense qu'aujourd'hui, même dans les personnes qui sont présentes ce matin lors de la matinale, nombre d'entre nous constatons que des entreprises dites inclusives, techniquement, quantitativement, en fait, ne le sont pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a, au-delà de la diversité, d'autres éléments à aller regarder et donc à travailler si on a envie de proposer un environnement inclusif à nos travailleurs et à nos travailleuses. On se rend compte qu'un certain nombre d'entreprises ont des chartes diversité, pratiquent l'égalité des chances, lutte contre les discriminations, mais pour autant, même si elles respectent les quotas, on ne peut pas dire qu'elles soient inclusives parce qu'il y a un bas qui blesse. C'est celui du sentiment d'inclusion. J'ai envie d'amener vraiment cette distinction entre la diversité et l'inclusion. La diversité, ça serait la capacité à insérer de manière socio-économique dans l'entreprise ces profils divers et variés. On est plus sur une notion quantitative, sur finalement un acte qui est connecté au recrutement. Là où l'inclusion va bien plus porter sur des aspects plus qualitatifs, sur la capacité à mettre en œuvre des moyens qui permettent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se sentir inclus. Et c'est là où on va voir que le sujet est extrêmement complexe, parce que je peux être un travailleur handicapé et me sentir inclus dans l'entreprise, considéré, valorisé, accueilli, intégré, et je peux être, pardonnez-moi pour l'expression, Madame Michu, secrétaire, 50 ans, et arriver au travail le matin et me sentir complètement exclu. Donc le sentiment d'inclusion, il va venir compléter, selon moi, le profil et la description, la caractérisation de ce qu'est une entreprise inclusive, et elle va venir toucher quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, puisque se sentir inclus, ce fameux sentiment d'inclusion,
C'est un sentiment, donc c'est une perception. C'est une perception subjective, intime, personnelle. Magali Chefas, elle peut se sentir magnifiquement inclue, et peut-être que sa collègue juste à côté peut se sentir beaucoup moins inclus. Parce que le regard de Magali sur la vie, sur qui elle est, sur sa place dans sa vie professionnelle, ne sera pas le même que celui de sa collègue. Comme c'est une notion individuelle et subjective, l'idée c'est d'aller proposer à chacun de se demander si dans sa vie professionnelle, il se sent accepté tel qu'il est. Dans ces différences, bien évidemment, pour peu qu'elles soient visibles, voilà, c'est assez évident à traiter, mais on va parler aussi de certaines différences invisibles. Il y a des orientations sexuelles qui ne se voient pas. J'ai envie de vous parler de la neuroatypicité, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les hauts potentiels peuvent être intégrés dans les entreprises et se sentir inclus quand ils ont un mode de fonctionnement dans le bocal qui n'est pas du tout le même que les autres. Le sentiment d'inclusion, il va venir chercher ce sentiment d'être accepté en étant soi, en restant soi, sans avoir à cacher une partie de soi. Sans avoir à cacher une partie de soi. Et c'est là où toute cette dimension plus invisible, en fait, va créer de la complexité dans le sujet, parce qu'on n'exprime pas forcément, et on ne montre pas forcément, ou on ne voit pas forcément, ce qui fait qu'on se sent inclus ou qu'on ne se sent pas inclus. Dans le sentiment d'inclusion, il y a deux dimensions. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager, et encore une fois, c'est ma perception personnelle du sujet. Quand on dit que l'idée, c'est de ne pas cacher une partie de son identité, on va donc largement au-delà des marqueurs de diversité dont on peut parler, handicap, genre, origine raciale, etc. Pour moi, il y a deux dimensions dans le sentiment d'inclusion. Le premier, c'est je me sens inclus dans mon collectif de travail si je me sens appartenir à ce collectif de travail. C'est-à-dire si je me sens accueillie, acceptée, respectée. En gros, la greffe a pris, j'étais à l'extérieur, je rentre à l'intérieur et je me sens faire partie d'eux. En résumé, je me sens intégrée. Mais il y a un deuxième volet qui est, à mon sens, le plus complexe, le plus subtil, c'est que je peux me sentir intégrée, mais ne pas me sentir libre d'être qui je suis. On vient chercher là toutes les questions de moule social, de conformisme, de besoin, de reconnaissance, de chercher finalement à pouvoir être libre dans ce collectif de travail, de ressentir ce qu'on a à ressentir, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense qu'il faudrait faire aussi. Et tout ce deuxième volet dans le sentiment d'inclusion, c'est au-delà de me sentir intégrée, c'est que je me sens libre. Je me sens libre d'être qui je suis, je me sens libre de m'exprimer et je me sens même libre d'agir. Donc, si on se met 2 minutes dans la peau d'un manager qui veut développer un sentiment d'inclusion dans son équipe, qui veut favoriser un environnement inclusif, l'idée, c'est qu'il regarde chacun de ses managers en disant est-ce qu'il se sent intégré et est-ce qu'il se sent libre de s'exprimer. Et là, je pense que dans votre cœur et dans votre tête, vous êtes en train de dire oup, 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 comment un manager il peut sentir ça? Comment il peut favoriser cette liberté d'expression quand on sait que quand l'autre s'exprime, il nous ouvre les portes de son univers intérieur avec plein de différences. Et c'est là où l'inclusion, elle va largement au-delà de la différence de statut. Elle va en fait sur les différences de point de vue, des différences de regard. Quand on dit que l'entreprise doit intégrer la diversité, en fait, oui, évidemment, techniquement, typiquement, mais en fait, l'entreprise, elle a toujours été diverse parce que tous les êtres humains sont complètement différents. Et l'appréhension de cette différence, la capacité à la voir comme une force, à la manager au quotidien, c'est des vraies compétences. Et typiquement, FAS met en place des actions de formation, des actions de sensibilisation qui permettent d'ouvrir les chakras, voilà, de regarder en fait cette différence sans peur, avec une forme de courage aussi, parce que ça suppose d'abandonner certaines résistances ou certaines croyances chez soi. J'ai envie de vous proposer un petit jeu pour être super concrète, et parce qu'on a très peu de temps ce matin quand même pour parler du sujet. Si le sentiment d'appartenance, c'est à la fois se sentir intégré et se sentir libre d'agir et d'exprimer ce qu'on ressent, je vais vous proposer dans le chat de mettre un « i » si dans l'exemple que je vais vous donner, vous vous sentez inclus. I pour inclus. Et de mettre un « e » si dans l'exemple que je vais vous donner, vous vous sentez exclu.
Et je vais vous donner des exemples super simples. Vous êtes prêts? Faites des pouces en l'air si vous êtes prêts. Yes? OK. Alors, première situation. Lors de ma prise de poste, on a mis 1 mois à me créer un accès sur le serveur de fichiers partagés. I, je me sens inclus. E, je me sens exclu. Question numéro 2. Tout le monde me dit bonjour en souriant le matin. Question numéro 3. Mes collègues ne m'invitent pas ce midi à déjeuner dehors avec elles. Proche, j'induis, je joue la phrase. 4e exemple. Mon responsable valide systématiquement mon adhésion avant de lancer un nouveau projet. Ok, numéro 5. Je n'ose pas donner mon opinion en réunion. Exemple numéro 6. Je n'ai pas de difficulté particulière à demander de l'aide. Ok, numéro 7, avant-dernière. Je ravale mes émotions plusieurs fois par jour. Je fais surtout attention de ne rien montrer. Question numéro 8 et dernière. Dans le cadre de nos projets, je suis force de proposition dès que je peux. Ok, intéressant, il n'y a pas... Tout le monde ne répond pas toujours la même chose. Bon, vous voyez qu'intuitivement, en fait, on sait globalement quand on se sent inclus ou quand on se sent exclu. Parce que c'est un truc qui est dans notre cœur, qui résonne très très fort et qui vient toucher en fait nos émotions et notre capacité d'être en lien avec les autres. Donc on comprend vite que le sentiment d'inclusion, si je fais juste une petite parenthèse de psychologie, le sentiment d'inclusion, en fait, il va parler d'une lutte ancestrale contre une peur qui s'appelle la peur du rejet. C'est une blessure de l'âme et qui est une blessure de l'être humain depuis qu'il était dans la grotte et qu'il savait que si on lui disait Bilout, tu sais quoi, sors là, parce que là tu nous sors de la grotte, il savait qu'il n'allait pas vivre bien longtemps. On a cette blessure du rejet qui vit à l'intérieur de nous d'un point de vue vraiment reptilien et qui est très active chez chacun d'entre nous parce qu'on a des histoires personnelles. À l'école, on n'a pas forcément été accepté, on n'a pas forcément eu des copains, on a un papa qui n'a pas été assez présent, on a peut-être la petite copine au CM2 qui nous a quittés sans raison. La blessure du rejet, en fait, c'est connecté en fait, à un besoin psychologique très fort, qui est un besoin psychologique de sécurité, qu'on peut modéliser. Maslow en avait parlé dans sa célèbre pyramide. Ce besoin-là de sécurité psychologique lié à la blessure de rejet est à la croisée du besoin d'appartenance et du besoin d'estime de soi. Le besoin d'appartenance qui revient à « je me sens intégré », faire partie d'une communauté, et le besoin d'estime de soi qui consiste à dire « je me sens reconnu pour qui je suis, pour la valeur que j'ai, je me sens reconnu pour mes efforts, pour l'énergie que je déploie dans mon travail, et je me sens également reconnu pour les résultats que j'ai, c'est-à-dire qu'on va mettre de la valeur sur ce que j'ai pu produire très concrètement et qui a permis de contribuer aux objectifs collectifs. » Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'entreprise inclusive avec cette définition traditionnelle et cet élément plus subtil qu'est le sentiment d'inclusion. Vous voyez que le sentiment d'inclusion, on le ressent très intuitivement. Donc j'ai envie de dire, pour conclure cette prise de parole, on est tous acteurs du sentiment d'inclusion. On est tous co-responsables. On est co-responsables de ce que notre collègue vit. S'il se sent inclus ou s'il se sent exclu, on a une part de responsabilité. On peut s'interroger sur nos comportements au quotidien. Qu'est-ce que je fais pour que mon collègue se sente bien, qu'il se sente inclus, que l'expérience qu'on vive ensemble soit agréable et confortable? Je suis co-responsable du sentiment d'inclusion de mon manager. Si vous saviez le nombre de managers qui m'ont dit en off, en fait, mon équipe, elle vit, mais elle vit de son côté. J'ai tout fait pour créer de la mixité dans l'équipe. J'essaie d'avoir un management participatif. Et ce manager, en fait, par exemple, on ne l'invite jamais à déjeuner avec l'équipe. C'est un exemple tout bête, mais du coup, lui, il se sent exclu. Et s'il se sent exclu, il est blessé. S'il est blessé et que sa blessure de rejet, en fait, est activée, il va aussi générer une énergie
complexe, et si peu qu'il ait un peu de mal à gérer ses émotions, ça peut partir en cacahuète. On est responsable du sentiment d'inclusion de nos collègues, de notre manager. J'ai même envie de dire qu'on est responsable du sentiment d'inclusion des membres du CODIR, du PDG. On est membre du sentiment d'inclusion aussi de nos parties prenantes externes. Quand on cherche à créer une communauté, par exemple, avec nos clients, avec nos fournisseurs, ça ne se limite pas en fait au champ de l'entreprise. Et j'ai envie de dire que si on est co-responsable du sentiment d'inclusion de tout notre entourage professionnel, alors notre entourage professionnel est lui aussi co-responsable de notre propre sentiment d'inclusion. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. On va sans doute avoir l'occasion d'en parler dans le temps de questions-réponses, parce que ce sentiment d'inclusion, il va se travailler dès le moment de l'intégration, de l'embauche, ce temps précieux en fait de démarrage où vous mettez les pieds dans l'entreprise, où l'entreprise fait donc la démonstration que la promesse de recrutement est cohérente, honnête ou non. Mais le sentiment d'inclusion, il va se travailler tout au long de la vie professionnelle. C'est en ce sens que l'inclusion, c'est à la fois de l'insertion, mais c'est aussi du maintien dans l'emploi. Parce qu'avoir un emploi, c'est bien, mais avoir un emploi durable, c'est mieux. Et avoir un emploi durable où on se sent bien, eh ben, c'est encore mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de prendre soin de ce sentiment d'inclusion. Mais que ce que je ressens, en tout cas sur le terrain, c'est que les dirigeants, les managers, les RH, et même les travailleurs, ils se sentent très incompétents pour prendre soin de ça, parce qu'ils n'ont pas été éveillés, sensibilisés, éduqués, formés à ça. À l'école, en fait, on nous apprend assez peu ce genre de choses. On nous apprend le théorème de Pythagore, mais un peu moins les comportements citoyens et sociaux. Voilà en gros les apports que je voulais vous faire ce matin. Merci beaucoup Emmanuelle pour cette intervention.